Bien, bonjour à tout le monde. Alors, comme ça vient de vous être dit, on a parlé de Pasteur la dernière fois. Alors, on ne va pas parler directement du rôle de Pasteur pendant la Grande Guerre, puisqu'il est mort en 1895. Mais comme vous allez voir, c'est le rôle de l'œuvre de Pasteur et de l'action de ses successeurs, les pasteuriens. Alors, pour commencer, je vais vous montrer une citation du discours qui a été écrit par Pasteur au moment de l'inauguration de l'Institut Pasteur. Voilà ce qu'il a dit. « Je dirais que deux lois contraires semblent aujourd'hui en lutte, une loi de sang et de mort qui, en imaginant chaque jour de nouveaux moyens de combat, oblige les peuples à être toujours prêts pour le champ de bataille, et une loi de paix, de travail, de salut, qui ne songe qu'à délivrer l'homme des fléaux qui l'assiègent. La loi dont nous sommes, nous, ce sont les pasteuriens, les instruments, cherche à travers le carnage à guérir les maux sanglants de cette loi de guerre. Laquelle de ces deux lois l'emportera sur l'autre, Dieu seul le sait. » Bien, un quart de siècle plus tard, le 3 août 1914, la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne. Et c'était à l'époque la guerre la plus horrible, la plus meurtrière de l'histoire, au cours de laquelle, selon les termes de Pasteur, eh bien, ce fut la loi de sang et de mort qui allait l'emporter. Pourtant, comme l'avait prévu Pasteur, son œuvre et celle des pasteuriens sauveront la vie de milliers de soldats. Durant toute la durée de la guerre, l'Institut Pasteur était dirigé par Émile Roux, que vous voyez ici. Émile Roux avait été le bras droit de Pasteur dans tous les travaux sur les maladies infectieuses et sur les vaccins. Et il a été directeur de l'Institut Pasteur à partir de 1904. Avant, ça a été Émile Duclos, un autre collaborateur de Pasteur. Donc de la mort de Duclos en 1904 jusqu'à sa propre mort en 1933, il sera à la fois le directeur de l'Institut Pasteur et pendant la guerre, il sera le maître d'œuvre de l'engagement des pasteuriens durant la guerre. Alors pour illustrer cet engagement, nous allons nous limiter à quelques exemples qui sont extraits d'un ouvrage que Annick Perrault et moi-même avons publié sur le sujet. Et je vais d'abord donner la parole à Annick Perrault qui va vous parler de la typhoïde et de la vaccination contre la typhoïde. Ainsi donc, dès les premiers jours d'août 1914, c'est la mobilisation générale et cela oblige à improviser parce qu'on n'est pas du tout préparé. On improvise et on concentre dans toutes les troupes qui viennent de toute la France dans des locaux qui sont bien souvent très étroits, un peu insalubres. Et tout ça, c'est propice à une épidémie de fièvre typhoïde qui va se déclarer un peu partout. Les soldats sont touchés et très rapidement mis hors de combat, et la mortalité est élevée, alors que la guerre a à peine commencé. C'est alors que d'anciens travaux d'André Chantemesse, qui est un ancien collaborateur de Pasteur, ces travaux vont prendre toute leur valeur. Dès son entrée au laboratoire, il faut que je trouve le... C'est là. Oui. Voilà, André Chantemesse. Dès son entrée au laboratoire de Pasteur en 1885, Chantemesse s'était intéressé à la typhoïde. Il s'agissait alors d'une maladie très répandue, souvent mortelle. La contamination se faisait souvent par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par des selles de malades. Cette maladie avait emporté 2 des filles de Pasteur et avait failli d'ailleurs emporter aussi son fils pendant la guerre de 70. Chantemesse entreprend de chercher un vaccin contre cette maladie. Dès 1888, André Chantemesse et son brillant élève, qui s'appelle Fernand Vidal, montrent que l'on peut conférer l'immunité contre la typhoïde. Il la confère à des animaux
en leur injectant des doses élevées d'une culture de bacilles typhiques tués par chaleur. Après ces travaux de pionniers, des recherches complémentaires sont effectuées, d'une part en Allemagne et d'autre part en Angleterre. Elles permettent d'accroître l'efficacité du vaccin. On effectue des essais sur l'homme, tant en France qu'à l'étranger, et les résultats sont très encourageants. Et ici s'introduit un autre acteur majeur, le médecin militaire Hyacinthe Vincent, qui depuis 1902 poursuit également des travaux en vue de la vaccination contre la typhoïde et qui, lui, va comprendre très vite l'intérêt qu'aurait pour l'armée une telle vaccination. Alors déjà en 1910, le ministère de la Guerre le missionne pour effectuer des essais de vaccination sur les troupes d'Afrique du Nord. Des résultats sont encourageants et finalement vont trouver un écho attentif auprès du sénateur Léon Labbé, qui dépose un projet de loi pour rendre obligatoire la vaccination antityphoïdique dans cette armée française. Et la loi est votée le 28 mars 1914, donc 4 mois avant la déclaration de la guerre. La production du vaccin et sa distribution sont confiées au Val-de-Grâce pour l'armée de terre et à l'Institut Pasteur pour la marine. Lorsque la guerre éclate, les services de préparation du Val-de-Grâce, eh bien, finalement, ils sont privés d'une partie de leur main-d'œuvre à cause de la mobilisation et ils sont vite débordés. Ils font donc rapidement appel à l'Institut Pasteur et la vaccination est pratiquée systématiquement à partir d'octobre. Alors voilà le Chantemesse dans une caricature où vous pouvez lire « Il a trouvé le moyen de vacciner rapidement et il est attablé, comme vous le voyez, avec une machine à coudre, ce qui permet de piquer donc toute cette masse de troupes de l'armée française. » Assez rapidement, il s'avère que la vaccination contre la seule Salmonella typhi n'est pas suffisante pour protéger contre la typhoïde. En effet, les salmonelles très proches de Salmonella typhi, c'est-à-dire les Salmonella paratyphi A et B, causent une maladie qui est quasi identique à la typhoïde, la typhoïde véritable. Or, ces bactéries, bien que très proches, sont suffisamment différentes pour qu'une immunisation contre l'une ne protège pas contre les autres. La vaccination contre ces deux paratyphoïdes est alors adjointe à celle contre la typhoïde. Ce sera le fameux vaccin TAB, administré aux armées à partir de 1916. Et moi, je n'ai pas fait mon service militaire, mais Maxime peut témoigner qu'il a reçu, comme certains peut-être d'entre vous, le TAB. Ils en ont gardé un souvenir assez... TAB, DT, avec en plus la diphtérie, le tétanos. Voilà. Donc le souvenir était assez douloureux. Et puis malgré quelques réticences dans le corps médical militaire, il y en a toujours, dues en particulier aux effets secondaires du vaccin, la campagne systématique de vaccination signe un bulletin de victoire. Les statistiques établies par le ministère de la Guerre célèbrent le succès, qui est impressionnant. Voilà, on peut lire dans les zones des armées, dans les 5 derniers mois de 1914, on peut déplorer 45 078 cas de fièvre typhoïde avec 5 479 morts. Et durant toute l'année 1917, eh bien, il n'y a plus que 1674 cas avec 124 morts. Si l'épidémie s'était poursuivie en 1917 comme fin 1914, on aurait attendu 110 000 malades, soit 65 fois plus. Et selon Hyacinthe Vincent, vu l'absence d'hygiène dans les tranchées, le nombre de malades à cette date aurait pu dépasser le million. On est quand même extrêmement impressionné. Ce succès est
Ce succès est reconnu par l'Académie des sciences, qui remet le prix Osiris de 1915 à l'œuvre de la vaccination antityphoïdique, prix qu'elle décerne à la fois à Chantemesse et à Vidal, et à Vincent, donc Hyacinthe Vincent d'autre part, ces trois inventeurs et maîtres d'œuvre en France. Et puis la presse s'empresse de célébrer les vainqueurs de la fièvre typhoïde. Maintenant, nous passons à une autre terrible maladie. Alors, le second exemple concerne la sérothérapie antitétanique. La sérothérapie avait en fait été mise au point d'abord pour traiter la diphtérie, qui était une maladie qui faisait des dizaines de milliers de victimes parmi les enfants au début du siècle. La première étape dans la lutte contre la diphtérie a été la découverte par Émile Roux, dont je vous ai déjà parlé, et Alexandre Yersin, qui ensuite allait découvrir le bacille de la peste à Hong Kong. Donc Roux et Yersin avaient trouvé que le bacille diphtérique sécrétait un poison, une toxine. C'était la première fois qu'on montrait, et c'était la toxine qui était responsable de tous les symptômes de la diphtérie. La deuxième étape, ça a été dans le laboratoire de Robert Koch en Allemagne, où Behring et Kitasato ont fait une observation très importante. Ils avaient inactivé partiellement la toxine diphtérique, injectée à des animaux, et ça les immunisait contre la diphtérie. Mais bien plus, quand ils regardaient le sang de ces animaux qui avaient été immunisés, dans le sang, en fait, dans le sérum, ils trouvaient un antipoison, un antitoxine. Alors, qu'est-ce que c'était que cet antipoison? On sait aujourd'hui que c'était des anticorps. C'était le premier exemple d'anticorps. Alors, l'idée est venue tout de suite, aussi bien chez les Allemands que chez les Français, qu'on pourrait peut-être utiliser cet antipoison pour soigner des enfants atteints de diphtérie. Et c'est ce qui a été fait. Là, on voit donc on utilisait des chevaux. On inoculait à ces chevaux un peu de toxine partiellement inactivée. Ça ne leur faisait pas de mal. Après un certain temps, on prélevait du sang chez ces chevaux. On prenait le sérum. Et ce sérum contenait donc l'antipoison. Et ensuite, eh bien, quand on avait un enfant atteint de diphtérie, comme on voit là, c'était aux enfants malades, on voit sur le côté droit Émile Roux qui assiste, on avait un enfant atteint de diphtérie, eh bien, on lui injectait ce sérum qui contenait l'antipoison, et dans la plupart des cas, on arrivait ainsi à soigner, à sauver l'enfant atteint de diphtérie. Alors, pendant la Grande Guerre, donc ce traitement avec le sérum, c'est ce qu'on a appelé la sérothérapie. Pendant la Grande Guerre, ce n'est pas tellement la sérothérapie antidiphtérique qui a été utilisée, mais la sérothérapie antitétanique. Une sérothérapie contre le tétanos, le bacille qui provoque le tétanos, comme celui de la diphtérie, sécrète une toxine qui est responsable de tous les symptômes. Alors, le tétanos, c'est une maladie neurologique qui est souvent mortelle et qui, dans ses manifestations les plus graves, chez l'adultes, provoque des contractions absolument intolérables. Ça, c'est un tableau célèbre qui représente un patient atteint de tétanos et tous les muscles essayent de se contracter en même temps. Alors imaginez que vous avez les muscles pour plier le bras, que ceux qui veulent plier le bras et ceux qui veulent le déplier se contractent en même temps. C'est extrêmement douloureux. En plus, la contracture des muscles respiratoires peut entraver la respiration et provoquer la mort par asphyxie ou arythmie cardiaque. Donc la bactérie qui provoque ça, c'est un clostridium, eh bien, elle se développe dans l'intestin de nombreux animaux et notamment des chevaux et se retrouve donc dans leurs excréments et donc dans la terre sous forme de spores très résistantes. C'est des formes donc très résistantes des bactéries. C'est une bactérie anaérobie stricte. Elle ne se développe qu'en l'absence d'air. Mais si le clostridium pénètre dans un organisme humain à la suite d'une blessure profonde et qu'il se trouve donc à l'abri de l'air, il va commencer à se développer, à sécréter la toxine, et la toxine va se répandre dans l'organisme et provoquer les symptômes que vous voyez ici. Alors, deux facteurs essentiels ont fait du tétanos un risque majeur durant la Grande Guerre.
Le premier a été l'usage intensif des chevaux, soit dans la cavalerie, soit pour le déplacement de l'artillerie et des approvisionnements. On considère que 8 à 10 millions de chevaux ont participé au conflit. Donc leur crottin a contribué à infester le champ de bataille, les zones de combat de spores de cette bactérie tétanique. Et le second facteur, ça a été la nature des blessures qui étaient causées par les nouvelles armes et qui faisaient donc des blessures extrêmement profondes et qui étaient souvent contaminées par de la terre, donc contaminées par le Clostridium tétanique. Alors, dès 1893, Roux avait constaté que le sérum antitétanique, s'il était injecté chez des patients qui avaient déjà les symptômes, c'était trop tard. On ne pouvait plus rien faire, contrairement à ce qui se passait avec la diphtérie. Par contre, si le sérum était administré très rapidement après l'infection, à ce moment-là, on arrivait à neutraliser la toxine dès qu'elle était produite. Donc, il fallait administrer le sérum très rapidement, et dans le cas de la guerre, eh bien, il fallait que tous les blessés ayant des blessures profondes, aussitôt, reçoivent du sérum antitétanique pour éviter que le Clostridium, s'il était présent, il avait de fortes chances d'être présent, ne puisse faire la toxine. Donc, l'Institut Pasteur s'est mis à produire de très grandes quantités du sérum antitétanique sous la direction de Roux. Et voici quelques chiffres. Donc, en août 1914, au moment où la guerre éclate, l'Institut Pasteur disposait de 300 chevaux et ça permettait de produire 80 000 flacons de divers sérums chaque mois. Un flacon, c'était au moins une dizaine de doses. Eh bien, à la fin de la guerre, en mars-avril 1918, l'Institut Pasteur est arrivé à avoir 1462 chevaux, donc ça fait pratiquement 5 fois plus de chevaux, et il faisait chaque mois 600 000 flacons de sérum antitétanique, alors que en 14, il y avait du antitétanique, mais il y avait aussi de l'antidiphthérique et quelques autres. Donc vous voyez un accroissement considérable de la production de sérum antitétanique. Et on considère que pendant toute la durée de la guerre, l'Institut Pasteur aura fourni à peu près 6 millions de doses de sérum pour l'armée française. Et en plus, il en aura délivré à peu près 2 millions pour des troupes alliées d'Italie, de Serbie, de Belgique, de Roumanie et des États-Unis. On estime donc à plusieurs millions le nombre d'individus que la sérothérapie antitétanique aura permis de sauver. Et cela, c'est grâce d'une part aux travaux que Roux avait réalisés dans les années 1890 sur la mise au point de la sérothérapie et d'autre part à la production en masse du sérum antitétanique sous toujours cette direction de Roux. Il faut noter que la sérothérapie antitétanique, qui a un peu changé dans sa technique, reste aujourd'hui l'acte de base dans la protection contre le tétanos en cas de blessure profonde susceptible d'être contaminée par Clostridium. Alors aujourd'hui, en principe, la plupart des gens sont déjà protégés par une vaccination, qui n'est pas la même chose que la sérothérapie, on pourra y revenir tout à l'heure, mais même chez les gens vaccinés, s'il y a vraiment une blessure profonde, on fait une sérothérapie antitétanique. Voilà, alors maintenant, on va passer au chapitre suivant, c'est la septicémie et la gangrène dont Annick va vous parler. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le Val-de-Grâce, évidemment, c'était un peu dépeuplé. Eh bien, il en est de même aussi à l'Institut Pasteur, où un certain nombre de médecins, la plupart d'ailleurs, qui y travaillaient, et sont mobilisés et se retrouvent sur le front. Là, ils sont confrontés à l'horreur des blessures de guerre. Les armes, comme a dit Maxime tout à l'heure, sont nouvelles. Elles n'ont d'ailleurs cessé de se perfectionner durant le XIXe siècle. C'est une toute nouvelle artillerie, les obus, les mitrailleuses, qui fracassent, qui désarticulent les corps, qui réduisent les chairs en bouillie. Donc, qu'arrive-t-il à ces malheureux blessés qui ne succombent pas immédiatement ? Eh bien, durant les premières semaines de la guerre, la priorité est de les évacuer au plus vite vers les hôpitaux de l'arrière.
Mais c'est sans compter que les trains qui arrivent sont chargés, eux, de troupes fraîches, et eux, ils sont prioritaires sur les convois qui emportent les blessés. Et ces pauvres blessés qui sont laissés étendus dans la paille, souillés des wagons, des jours durant, sans aucun soin, et exposés à tous les risques d'infection. Infection, c'est bien là le grand danger. Infection par une catégorie particulière de microbes, les bactéries anaérobies, comme celle du tétanos. Des organismes anaérobies dont Pasteur avait découvert l'existence un demi-siècle plus tôt lors de ses travaux sur la fermentation butyrique. Cette fermentation justement du beurre qui rance, qui sent extrêmement mauvais. Il avait retrouvé un peu plus tard dans ses travaux sur les maladies infectieuses, donc ces fameux anaérobies, il avait découvert qu'une bactérie anaérobie qu'il baptise vibrion septique provoque une septicémie mortelle lorsqu'elle pénètre dans le courant sanguin. Or, ce vibrion est ubiquitaire, on le trouve partout, dans la terre, dans l'eau, enfin partout, et sous forme de spores, quand la présence de l'oxygène l'empêche de se développer. Aussi a-t-il de fortes chances de se retrouver dans une plaie souillée et d'y provoquer la septicémie. Ça, c'est un phénomène qui n'avait pas échappé à Pasteur, qui préconisait déjà, en présence d'une plaie souillée, de tout faire pour permettre à l'air d'y pénétrer dans les moindres recoins. Sinon, si on ne faisait pas ce nettoyage approfondi, le vibrion septique et éventuellement d'autres germes anaérobies pouvaient s'y multiplier et causer la septicémie ou la gangrène. Éviter l'infection, et cela le plus rapidement possible, ce sera la leçon qui reviendra à la médecine militaire de mettre en œuvre durant la guerre. Les pasteuriens vont s'y consacrer dans toute la mesure de leurs moyens, et l'un d'entre eux, Claudius Regaud, qu'Émile Roux avait recruté pour développer, on le connaît par ailleurs pour ça, il avait donc développé auprès de Marie Curie les applications médicales des rayons ionisants, et qui sera donc avec Marie Curie le fondateur de l'actuel Institut Curie. Donc Claudius Regaud, arrivé fin août 1914 sur le front, est convaincu que l'évacuation doit impérativement être limitée, les blessés traités sur place aussi vite que possible, et non pas expédiés sans traitement dans des trains douteux vers une mort quasi certaine. Il entreprend donc d'établir un hôpital de fortune juste derrière la ligne de front. Des lits pour les blessés sont installés dans des hôtels, des restaurants, des cafés. De toute façon, ils sont désertés, il n'y a plus de clients. Avec les moyens du bord, il parvient à diminuer considérablement la mortalité. Le dispositif, voilà l'hôpital qu'il a innové. Donc avec les moyens du bord, il parvient à diminuer cette mortalité. Le dispositif mis en place, bien sûr, lui attire les foudres de ses supérieurs, mais c'est un têtu, il tient bon, et il a raison. Au bout des hécatombes, au milieu des hécatombes, son travail finit par être reconnu et la position du commandement évolue et finalement va se rendre à ses conceptions. Par la suite, soutenu par Justin Godard, qui est le sous-secrétaire d'État chargé à la santé au ministère de la Guerre, Regaud va créer près de Reims, à une vingtaine de kilomètres du front, ce qui s'apparentera au tout premier centre hospitalier universitaire. Et dans cette structure, c'est très innovant, une structure bien organisée, en services spécialisés. Les blessés seront pour la plupart traités sur place, au lieu d'être évacués dans des conditions dangereuses. En outre, cette structure
servira de centre de formation pour les médecins militaires, qui seront ainsi mis au courant de l'évolution des techniques durant le conflit. Et bien plus, les appelés qui ont commencé les études de médecine vont y recevoir une formation en continu. Et dans le même esprit, en accord avec la doctrine pasteurienne, seront créées les fameuses autochires, ou ambulances automobiles chirurgicales, permettant d'opérer les blessés au plus près du front. Et cette innovation aussi a été imaginée par un certain professeur Anselme Schwartz, qui est le grand-père de Maxime. Beaucoup de pasteuriens serviront dans ces autochires, et en général comme microbiologistes chargés de l'identification des microbes qui infectent les plaies. Maintenant, Maxime va vous parler d'une plaie. Bon, donc vous avez vu que finalement, le premier CHU a sans doute été créé sur le front de la guerre de 14, que peu de gens savent, puisqu'à la fois on soignait et on faisait de l'enseignement. Bon, mon grand-père a été l'un des premiers, mais ce n'est pas lui quand même qui a inventé les autochires. Il commandait l'autochire numéro 5. Alors on arrive à quelque chose de très différent, les rats. Sur le front, ils sont partout, dans les tranchées, mais aussi dans les magasins, les entrepôts, dans les champs. Pour les hommes, c'est l'enfer. Pour eux, c'est le paradis. Ils grouillent, ils se faufilent, ils creusent, ils dévorent tout, jour et nuit, sans distinction, les déchets, la ration, le colis que le soldat vient de recevoir de sa famille, les cadavres des hommes et des animaux, mais aussi la lettre que l'on avait posée pour quelques instants, inachevée, sur son banc. Contre les rats, la lutte est perpétuelle. On organise des chasses avec des chats et des chiens. On entretient des équipes de chiens ratiers. On court après les chats avec des pelles. On tire dessus avec des fusils. Et le commandement encourage, qui donne une modeste prime par rat éliminé. Les rats sont ainsi détruits par centaines, par milliers dans chaque cantonnement. Voilà un tableau de chasse, par exemple. Mais la lutte est inégale. Les rongeurs se multiplient si vite que lutter contre eux paraît sans espoir. En 5 semaines, un seul couple peut donner naissance à une bonne demi-douzaine de petits. Comment lutter contre un ennemi qui se multiplie aussi vite? Pasteur, en son temps, avait trouvé la solution au moins théorique à ce problème pour lutter, non pas contre les rats, mais contre un insecte, le phylloxéra, qui dévastait les vignes. En 1880, il écrivait « Quand la vie a une puissance égale à celle qui se manifeste dans la reproduction du phylloxéra, c'est par la vie principalement et par une puissance de reproduction supérieure qu'on peut espérer triompher. Comme toutes les espèces vivantes, le phylloxéra doit avoir ses maladies, ses parasites, des causes naturelles de destruction. » Donc ce qu'il suggère, c'est d'utiliser des micro-organismes pathogènes pour se débarrasser d'une espèce nuisible. C'est la guerre bactériologique. Pasteur n'aura pas l'occasion de s'attaquer lui-même au phylloxéra, mais utilisera le même principe pour lutter contre une autre espèce nuisible, le lapin. Faisant appel aux microbes du choléra des poules, actifs également sur les lapins, il éliminera ceux-ci de la propriété de Madame Pommery, propriétaire des célèbres vignobles en Champagne, parce que les terriers des lapins menaçaient de faire s'effondrer ces caves. Et voici un dessin de l'époque qui montre le succès de l'élimination des lapins dans la propriété de Madame Pommery. Alors ensuite, Pasteur va envoyer son neveu Adrien Loire, c'était déjà lui qui était intervenu chez Madame Pommery, pour tenter d'en faire autant en Australie. Parce que vous savez que c'est aussi un gros problème là-bas. Mais les autorités locales ne laisseront pas
appliquer cette méthode en dépit des ravages considérables causés dans ce pays par les lapins. De toute façon, je ne suis pas sûr que Pasteur avait conscience que l'Australie, ce n'était pas tout à fait la même taille que la propriété de Mme Pommery. Enfin, cette idée pourrait-elle être exploitée pour lutter contre les rats dans les tranchées? C'est ce que pense Jean Danisch de l'Institut Pasteur. Ce monsieur était né en 1860 en Pologne. Il avait quitté son pays en 1879 pour venir s'installer en France. Et il entre en Institut Pasteur en 1893 en apportant un bacille isolé par lui et qui donne une sorte de typhoïde aux rongeurs et les tue. Avant la guerre, ce bacille fait des merveilles dans les campagnes, se montrant redoutable dans la lutte contre les campagnols. Et voilà un rapport de l'époque qui dit « Il résulte que 10 à 20 jours après le traitement avec cette bactérie, les campagnols sont morts dans les champs traités dans la proportion de 95% environ. » Donc cette bactérie, le bacille de Danis, qu'on appelait aussi, on l'appelait un virus à l'époque, on ne distinguait pas bien les choses, eh bien, il va être produit en grande quantité par l'Institut Pasteur et vendu aux agriculteurs. Vous voyez la petite réclame, Lab Pasteur, service des virus de l'Institut Pasteur, et donc on distribuait cette bactérie pour lutter contre les campagnols. Alors, dès le début de la guerre, Danis entreprend de préparer d'importantes quantités de son bacille à destination des armées. Et il a un certain succès. En témoigne cet extrait d'une thèse soutenue en 1917 par un médecin de bataillon. Ce monsieur, après avoir mentionné l'usage des chats et des chiens ratiers, ainsi que la destruction directe par les soldats dans la lutte contre les rats dans les tranchées, il note. Mais le rendement obtenu par ces moyens est relativement faible, étant donné la prodigieuse fécondité du rat. C'est ce qu'on a déjà dit. Ce qu'il faut obtenir, c'est sa destruction en masse, et c'est là que sa gloutonnerie vient en aide. Nombreux sont les ingrédients mis en vente à cet effet. Mais le meilleur de tous est certainement le virus de Danis, délivré à l'armée par l'Institut Pasteur. Ce virus, absorbé par le rat, lui donne une gastro-entérite dont il meurt. Comme ces animaux n'hésitent jamais à dévorer les cadavres de leurs semblables, ils contractent à leur tour cette gastro-entérite qui va ainsi se propageant. Donc on avait une méthode assez efficace, mais malheureusement Danis va faire machine arrière. Bien qu'il ait démontré l'innocuité de sa bactérie pour l'homme, il va appliquer ce qu'on pourrait appeler le principe de précaution avant la lettre, et il va s'opposer dès 1915 à ce que les bactéries provenant de l'Institut Pasteur soient utilisées pour éliminer les rongeurs dans des locaux abritant des aliments. En effet, comme il le dit, il veut épargner aux services de santé et surtout à celui des vaccinations antityphoïdiques des difficultés nouvelles dans l'appréciation des résultats obtenus. Le problème, c'est que la bactérie en question ressemble beaucoup à la bactérie de la typhoïde humaine, et si on commence à avoir beaucoup de cette bactérie dans les tranchées, les services qui veulent lutter contre la typhoïde ne vont pas vraiment voir la situation, parce qu'il y aura cette autre bactérie qui va être dans le coin. Donc il a déconseillé l'emploi de ces bactéries dans les tranchées, ce qui fait que probablement elles n'ont eu qu'un effet limité, un rôle limité dans la lutte contre les rats sur le front. Cela dit, le bacille de Danis a été utilisé pendant de nombreuses années pour la protection des récoltes contre les nuisibles. C'était avant les produits chimiques qu'on utilise aujourd'hui. Alors, Danis, il a renoncé à l'usage de la lutte bactériologique contre les rats dans les tranchées. Il a quand même tenté de promouvoir d'autres méthodes de lutte chimique, mais malheureusement, malgré ses efforts et toutes les autres mesures prises contre les rats, ces mesures n'auront pour effet que de limiter leur population, et ils resteront présents et en maître dans les tranchées et sur tout le front. Alors maintenant, on va aller un peu au soleil et on va passer à l'armée d'Orient dont va vous parler Annick. Mais maintenant, nous sommes en automne 1916
le général Saraï, qui est commandant en chef des armées alliées d'Orient, télégraphie depuis Salonique au mystère de la guerre à Paris, mon armée est immobilisée dans les hôpitaux. C'est que la guerre, effectivement, ne se limite pas au bourbier des tranchées sur le front du nord de la France. Un front est ouvert dès 1915 au nord de la Grèce. Donc, nous sommes sur le front d'Orient. Sur ce front vont s'affronter pendant près de 4 ans près d'1 million de soldats d'armées différentes. Outre les balles et les obus, ces soldats sont la cible d'un autre ennemi, le paludisme. En 1914, ce paludisme n'est pas complètement inconnu. On connaît un remède contre la maladie, la quinine, qui a été isolée dès 1820 par les pharmaciens français Joseph Pelletier et Joseph Bien-Aimé Caventou, à partir de l'écorce de quinquina. On connaît également le parasite, qui est responsable de l'affection. Il a été identifié, lui, en 1980 par Alphonse Lavran, alors médecin de 2e classe, professeur au Val-de-Grâce. Enfin, on connaît l'insecte vecteur, le moustique anophèle, dont le rôle avait été démontré en 1897-1900 par les Britanniques Ronald Ross et Patrick Manson. Dès l'installation des troupes en Macédoine, c'est-à-dire à la fin de 1915, le service de santé des armées avait interrogé Lavran précisément sur les risques que le paludisme pourrait faire courir aux armées d'Orient, cette armée d'Orient. Lavran, qui avait alors 71 ans, avait rejoint l'Institut Pasteur depuis 1896 et il avait obtenu le prix Nobel en 1907, précisément pour cette identification du parasite. Début 1916, en janvier, il avait confirmé les risques, il était très alarmiste. Le paludisme est endémique dans une grande partie de la Grèce et l'on doit craindre que notre armée d'Orient, campée aux environs de Salonique, soit éprouvée par cette redoutable maladie. Et en ce même mois de janvier 1916, un autre spécialiste du paludisme avait également alerté les responsables de l'armée d'Orient. Si on ne sort pas de la routine pour faire une campagne antipaludique moderne, les balles de l'ennemi seront moins meurtrières à Salonique que le paludisme. L'auteur de ce message d'alerte était Edmond Sergent, lequel, avec son frère Étienne, tous deux pasteuriens, élève d'Émile Roux et créateur de l'Institut Pasteur d'Algérie, s'était illustré dans la lutte contre le paludisme dans ce qui était alors un département français, avec d'ailleurs grand succès. Les mises en garde exprimées tant par Lavran que par Edmond Sergent, donc en janvier 1916, comme je vous ai dit, n'ont guère été suivies des faits. C'est l'hécatombe. Et de juin à décembre 1916, environ 60 000 cas de paludisme sont détectés dans l'armée française de ce lointain Orient, et plus de la moitié de l'effectif est atteinte. 20 000 soldats doivent être rapatriés. Bref, c'est un véritable désastre sanitaire. Heureusement, à Paris, le sous-secrétaire d'État à la guerre, Justin Godard, veut au plus tôt trouver une solution, apporter une aide aux soldats d'Orient. Donc il va prendre l'avis de l'Institut Pasteur et il signe, ce Godard, le 30 novembre 1916, un ordre de mission. Les aides-majeurs Edmond, Sergent, Étienne, Sergent se rendront à l'armée d'Orient pour établir un plan de campagne antipaludique. Sitôt l'ordre reçu, les bagages sont faits, les frères embarquent à bord du France et arrivent 3 semaines plus tard, le 19 décembre, à Salonique. Et là, ils ont un rendez-vous avec le général Saraï et la course contre la montre commence. Les moustiques vecteurs ne présentent guère de risque l'hiver, mais le printemps, ils vont se réveiller, donc il faut se presser. Il faut trouver une parade pour éviter un nouveau désastre.
Les frères sergents se mettent en campagne et posent des questions. Donc ils s'aperçoivent que les mesures prises auparavant n'ont pas été... Enfin, pourquoi ces mesures prises auparavant n'ont pas été efficaces? Ça, c'est l'interrogation qui ne cesse de les tarauder. Et à force d'interrogatoires, de questionnements, l'évidence s'impose. Edmond note les absurdités commises. D'une part, les consignes sont très disparates. L'interprétation est à tous les niveaux. Les circulaires sont interprétées. La mésentente sur les mesures préconisées, là aussi, grande mésentente. Et sur les doses de quinine, alors là, on n'est pas du tout d'accord en général entre tous ceux qui en sont responsables. On critique les ordres, on va blaguer la quinine, on l'appelle l'anguiquineuse du moins. Bref, il n'y a aucun contrôle, on retrouve des kilos de comprimés dans tous les coins des isbas macédoniennes. Et que dire de l'usage des moustiquaires réglementaires qui sont envoyés de France par milliers, et ils les retrouvent coupés par une grande fente d'1 mètre de haut pour, soi-disant, que l'homme puisse pénétrer sous sa moustiquaire. Donc, évidemment, ça la transforme plutôt en véritable nasse à anophèle. L'efficacité nulle. Devant cette situation, les frères sergents bâtissent un plan de campagne qu'ils vont développer en 3 axes. En premier lieu, prise de quinine obligatoire par tout le monde, officiers et soldats, lors de la soupe du soir. Ce sont des médecins, ce sont aussi des militaires. Donc cette mesure est prise du 1er mai au 30 novembre, et le refus de prendre la quinine sera assimilé au refus d'obéissance devant l'ennemi. La prise de quinine est contrôlée par la recherche du produit dans les urines, où il persiste pendant au moins 24 heures, grâce au réactif de Tendrette. À cet effet, un corps d'une vingtaine de médecins, relevant uniquement du général en chef, est créé avec pour mission d'aller à l'improviste dans tous les corps de troupes, s'assurer que la quinine a bien été prise. Chaque fois que ces enquêtes montreront une insuffisance de la quininisation, on punira non seulement les simples soldats, mais aussi les gradés responsables. Vous voyez que c'était extrêmement précis. Et il y avait on ne plaisantait pas. Donc, en second lieu, une autre mesure, établissement d'une carte détaillée du paludisme en Macédoine. Celle-ci permet de connaître les localités où il est dangereux de faire étape et d'installer un cantonnement, et celles auprès desquelles la troupe peut s'installer. Elle permettra également de diriger contre les moustiques une lutte qui sera non seulement défensive pour protéger les hommes contre les piqûres de moustiques, à l'aide de grillages et des moustiquaires individuels ou collectifs pour les hôpitaux, mais aussi offensive pour la destruction des larves. Des larves, plus exactement. Ainsi, l'ensemble de ce plan de campagne sera accompagné d'une propagande enthousiaste, faite d'entretiens, de conférences, de tracts, de cartes postales illustrées, dont vous avez ici certains témoignages, images d'Épinal destinées à éclairer les hommes sur le paludisme et les moyens de le combattre. La quinine ne doit pas être perçue comme une brimade, mais il faut que tout le monde s'en rende compte, comme une protection nécessaire. Là, encore un exemple de ces cartes qui étaient diffusées abondamment dans les troupes. Alors ce plan qui est accepté par le général Saraï, puis par le général Lyotet, qui est alors ministre de la guerre, eh bien, il est appliqué à la lettre. En 1917, l'incidence du paludisme dans l'armée française a remarquablement chuté. L'incidence de la maladie est 20 fois moindre qu'en 1916 et la mortalité 50 fois plus faible. La comparaison, d'ailleurs, avec les autres nations impliquées sur le front d'Orient est également à l'avantage de la France. L'incidence est 5 fois plus élevée dans l'armée britannique que dans l'armée française. Quant à l'armée allemande, la situation y est très grave.
avec un nombre de cas en 1917 supérieur à celui de 1916, alors que pour les troupes françaises, c'était l'inverse. Les troupes françaises seront le fer de lance de l'offensive alliée victorieuse de 1918. Sous les ordres du général Franchet d'Espéret, elles provoquent la défaite de la Bulgarie, elles reconquièrent la Serbie et la Roumanie, puis envahissent l'Autriche-Hongrie. Mais cette offensive constitue le début du tournant de la guerre en faveur des Alliés. On ne peut pas imaginer, mais ce n'est même pas les Français qui le disent. En témoigne le communiqué adressé début octobre 1918 par le maréchal von Hindenburg au chancelier allemand le prince Max von Baden. Et il dit « Par suite de l'écroulement du front macédonien, il n'existe plus aucun espoir de forcer l'ennemi à faire la paix. » On peut s'interroger. Vous voyez, c'est vraiment le tournant de la guerre. En aurait-il été ainsi si les troupes françaises avaient continué d'être victimes du paludisme comme en 1916 ? Maintenant, Maxime vous va parler du bactériophage. Alors pour terminer, on va mentionner une découverte qui a été faite à l'Institut Pasteur pendant la guerre. Son auteur fut une personnalité difficile à cerner, tenant plus de l'aventurier que du savant. Quelque peu mythomane, il se fit passer pour Canadien alors qu'il était Français. Il s'est fait passer pour médecin alors qu'on ne peut trouver trace de ses études de médecine. Et il devait finalement se faire chasser de l'Institut Pasteur. Son nom, c'est Félix Dérel. En 1911, âgé de 38 ans, Dérel arrive à l'Institut Pasteur après de multiples pérégrinations au Canada, au Guatemala et au Mexique, où il s'est essayé aux activités les plus diverses, incluant la fabrication de whisky à partir de sirop d'érable, la recherche d'or dans le Labrador, la direction d'une chocolaterie, la production d'alcool à partir de surplus de bananes ou d'agaves, puis la lutte bactériologique contre les criquets ravageant les cultures. À l'Institut, donc il est arrivé en 1911, après la déclaration de guerre, il est chargé d'effectuer les vaccinations, on pense qu'il est médecin, qu'il effectue à la chaîne, puis est affecté au laboratoire de préparation des vaccins, en particulier le vaccin contre la typhoïde dont on a parlé. Mais en dépit de la grande charge de travail que représentent à la fois les vaccinations et la préparation des vaccins, Dérel va trouver le temps d'effectuer un travail de recherche. Et là, vous voyez Dérel dans son laboratoire. Durant l'été 1915, il est chargé d'une enquête sur une épidémie de dysenterie qui sévit dans un escadron de dragons au repos à Maisons-Laffitte. À partir des déjections de ses soldats, Dérel isole le bacille responsable de l'épidémie. Mais avec ces bacilles, il a la surprise de retrouver un phénomène qu'il avait déjà observé avec sa bactérie tueuse de criquets, quand il faisait la lutte bactériologique contre les criquets, à savoir l'apparition de ce qu'il a appelé des taches vierges sur le tapis trouble formé par les bactéries sur des boîtes de pétri. Alors, vous savez, quand on a une suspension de bactéries, la boîte de pétri contient un milieu gélifié nutritif. Donc, si vous mettez un grand nombre de bactéries sur cette surface, eh bien, les bactéries se multiplient et le lendemain, toute la surface de la boîte est trouble. Bon. Si on avait beaucoup dilué les bactéries avant de les étaler, on n'aurait pas recouvert toute la surface. Il y aurait eu des colonies isolées des bactéries, chacune provenant d'une bactérie. Colonies provenant chacune d'une bactérie. Enfin là, donc, on met beaucoup de bactéries et normalement, on doit avoir une surface complètement trouble. Or, ce que Dérel a constaté, c'est qu'il y avait des ronds, comme vous voyez là, ce qu'il a appelé les taches vierges, comme si les bactéries ne poussaient pas à cet endroit-là. Alors, il avait vu ça avec des bactéries tueuses de criquets, mais il retrouve ça quand il étale quelquefois ces bactéries
provenant de ces bactéries qu'il avait isolées, surtout s'il prenait un petit peu de filtrat provenant des déjections des malades, qui mélangeait ça avec la bactérie qu'il avait isolée, il voyait apparaître ces taches vierges. Et il se demandait qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi les bactéries ne poussent pas à cet endroit-là. Et tout d'un coup, il a compris ce qui se passait. Un jour, il avait préparé 2 tubes, un tube où il avait mis à cultiver sa bactérie, responsable de la dysenterie, et dans l'autre tube, il avait mis les mêmes bactéries, mais il avait mis une goutte provenant d'une déjection de malade. Et le lendemain matin, quand il arrive, il voit que le tube témoin, où il y avait seulement la bactérie, les bactéries avaient poussé, c'était tout trouble, et dans l'autre tube, où il avait mis un peu de déjection, c'était complètement clair, comme si les bactéries s'étaient dissoutes comme du sucre dans l'eau. Alors il a compris ce qui se passait, il a dit, il doit y avoir dans les déjections un virus qui tue les bactéries. Alors à ce moment-là, c'était très nouveau. On connaissait des virus qui attaquaient les animaux, les hommes, les végétaux. Mais là, il dit qu'il doit y avoir un virus qui tue les bactéries. Et en fait, il a ensuite confirmé ceci. Et je vais vous montrer ici alors une photo qui est au microscope électronique qui a été prise beaucoup plus tard, qui montre à quoi ressemblent certains de ces virus qu'il va appeler les bactériophages. Phage, ça veut dire qui mangent. Donc, c'est des virus qui mangent les bactéries, les bactériophages. Donc on voit ici des bactériophages, vous voyez, ils ont une tête et une queue. Et en fait, on l'a montré par la suite, mais la tête, elle contient le chromosome, l'ADN du virus. Et ce que va faire ce virus, c'est qu'il va s'absorber à la surface des bactéries, comme je vais vous le montrer après. Il va injecter son ADN dans la bactérie, et la bactérie va se mettre à fabriquer des tas de petits virus qui vont ensuite faire éclater la bactérie et pouvoir infecter les bactéries qu'il y a autour. Alors ça, vous avez une grosse bactérie ici, et vous voyez des bactériophages qui sont absorbés à la surface par le bout de la queue. Alors, il y en a qui sont sombres, c'est parce qu'ils ont encore leur ADN, et puis il y en a un en dessous qu'on voit peut-être moins bien, qui est clair, c'est parce qu'il a déjà injecté son ADN. Alors imaginez, pour comprendre ce que c'était que les taches vierges, si vous avez un bactériophage comme ça qui est mis sur la surface, il va s'absorber sur une bactérie, il va la détruire, ça va relâcher une centaine d'autres virus qui vont se mettre à infecter les bactéries qui sont autour, qui vont à leur tour être détruites, etc. Donc les taches vierges, ce n'est pas du tout des endroits où les bactéries n'ont pas poussé, c'est des endroits où les bactéries ont été détruites par ce fameux virus, ce bactériophage. Alors, en fait, ce bactériophage n'a l'air de rien, mais d'abord, il a joué un rôle majeur dans l'émergence de la biologie moléculaire. C'est lui qui a en grande partie permis de montrer que l'ADN était responsable de l'hérédité, ce qui n'est quand même pas une découverte mineure. Il a aussi joué un très grand rôle dans les découvertes qui ont été faites par les Français, Jacob, Lvoff et Monod, qui leur a permis d'avoir le prix Nobel. Si ça vous intéresse, je vous dirai pourquoi. Donc ce bactériophage a été très important pour l'émergence de la biologie moléculaire. Mais alors en plus, Dérel a pensé que ces virus qui détruisaient les bactéries pourraient être utilisés pour soigner des maladies dues à des bactéries, des infections bactériennes. Il a appelé ça la phagothérapie. Donc c'est la thérapie avec un phage, un bactériophage. À l'époque, la plupart des savants n'ont pas été convaincus que c'était possible vraiment de soigner des infections bactériennes avec des virus comme ceci. Et encore aujourd'hui, je dirais, il ne paraît pas vraisemblable que ce soit vraiment une méthode très efficace. Malgré tout, il existe un certain nombre de chercheurs qui espèrent que l'utilisation des bactériophages pourrait éventuellement pouvoir intervenir dans des cas où on a des bactéries résistantes aux antibiotiques, et donc au lieu de tuer les bactéries avec des antibiotiques, qu'on pourrait essayer de les tuer avec des bactériophages. Donc c'est quelque chose dont on reparle pas mal maintenant. Alors avant de terminer ce chapitre, je dois dire que le bactériophage qui a été identifié par Dérel, ce n'est pas du tout une curiosité de laboratoire. Toutes les bactéries peuvent être attaquées par une ou plusieurs espèces de bactériophages. Et ceux-ci sont en nombre immense dans la nature. On trouve des bactériophages dans toute la biosphère. Pour vous donner une idée,
dans 1 cm3 d'eau de mer, on trouve de l'ordre de 10 millions de bactériophages. On évalue le nombre total de bactériophages à la surface de la Terre à environ 10 puissance 31. C'est un 1 suivi de 31 zéros. C'est sans doute la plus grande population d'organismes sur Terre. Il représenterait 90% du carbone organique présent dans les océans. Donc vous voyez comment un aventurier affubulateur, mais qui était quand même curieux, a pu faire en solitaire une découverte majeure au sein d'un institut Pasteur engagé à fond dans le soutien aux troupes lors de la Grande Guerre. Et c'est une découverte qui a valu à Dérel d'être plusieurs fois proposé pour le prix Nobel, mais il ne l'a quand même pas eu. Il y avait plusieurs raisons à cela. Puis à l'époque, on ne s'était pas encore rendu compte des conséquences que ce bactériophage pourrait avoir des années plus tard en biologie moléculaire. Donc, on en arrive à la conclusion. On a donc vu que, comme l'avait prévu Pasteur, son œuvre et celle de ses disciples a grandement contribué à sauver des vies pendant la Grande Guerre. Et vous avez vu que grâce au vaccin contre la typhoïde, les pasteuriens ont sans doute évité à peut-être 1 million de soldats de contracter cette maladie, la typhoïde, souvent mortelle. Grâce au traitement adéquat des blessures et par le recours à la sérothérapie, ils ont empêché des millions de soldats de mourir du tétanos, de la septicémie ou de la gangrène. En imposant une prophylaxie efficace du paludisme, ils ont maintenu l'armée d'Orient dans un état de santé lui permettant de jouer un rôle déterminant dans l'offensive victorieuse menée par cette armée en octobre 1918. On a aussi vu comment ils ont tenté de lutter contre les rats en envahissant les tranchées. Et ils sont aussi intervenus de nombreuses autres façons que nous n'avons pas pu évoquer pendant cette conférence. Par exemple, la création d'une flotte de laboratoires de microbiologie à proximité du front ou à la participation à la guerre des gaz. Pendant ce conflit terrible, un chercheur pasteurien, je viens de le dire, découvrait les bactériophages, une découverte qui allait révolutionner la biologie. Et tout cela sous la houlette d'Émile Roux, qui avait été le bras droit de Pasteur et qui, plus que tout autre, a donné son âme à l'Institut Pasteur. Alors, ce rôle de l'Institut Pasteur pendant la Grande Guerre a été totalement oublié et méritait, nous semble-t-il, d'être rappelé, pas seulement dans cette conférence, mais dans cet ouvrage que nous avons publié tous les deux, qui est sorti, je crois, en 2016, sauf erreur. Je vous remercie. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Ah ben voilà, très bien. À vous l'honneur. À moi l'honneur. L'honneur n'est pas à moi, mais à vous, tous les deux. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu perdue parce que, si vous voulez, je n'y connais rien. Mais je voudrais comprendre, en réalité, Pasteur, c'est le grand. Il a découvert les microbes, quoi, c'est ça, d'abord. Et il a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, c'est ma première question. Pasteur, j'ai bien compris, c'est l'homme des microbes, le premier homme des microbes. Oui, il n'a pas découvert les microbes, ils ont été trouvés 200 ans avant lui, oui. Mais c'est lui qui a montré le rôle des microbes, d'une part dans les fermentations, d'autre part dans les maladies contagieuses, les maladies infectieuses, et c'est sans doute ça qu'on a parlé aujourd'hui. Alors, j'ai un petit truc, et je pense qu'après j'aurai encore une ou deux questions, mais là c'est tellement flou. Le tétanos. Parce que moi j'ai l'impression que l'Institut Pasteur a découvert le vaccin du tétanos, finalement en utilisant les découvertes de Pasteur lui-même. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas vacciné plutôt que soigné. Mais ça, la réponse est extrêmement simple. C'est qu'il y a d'abord eu
la sérothérapie antitétanique dont je vous ai parlé, qui permet donc de prévenir le tétanos une fois qu'on a été peut-être infecté. Mais le vaccin n'a été découvert qu'après la guerre. Voilà, après. Mais je ne comprends pas, parce que si on avait suivi Pasteur, on aurait pu découvrir le vaccin, parce que c'est exactement le même principe. Oui, oui, mais ça, entre le principe et l'application, il y a souvent du chemin. Et là, finalement, c'est le succès de la sérothérapie qui a permis de trouver ensuite le vaccin. La sérothérapie, on injectait une toxine partiellement inactivée aux animaux. Bon, et qui tenait le coup. Mais on ne pouvait pas injecter cette toxine partiellement inactivée à des êtres humains parce qu'elle était quand même assez toxique et ça aurait pu faire des problèmes. Et c'est Ramon, dans les années 1920, qui a découvert que si on traitait la toxine avec le formaldéhyde, le formol, on inactivait complètement la toxine, donc elle ne pouvait plus faire de problème, mais elle conservait sa capacité à immuniser. Et tant qu'on n'avait pas trouvé ce fait-là, on ne pouvait pas vacciner. Donc les vaccins ont été trouvés. Les vaccins contre la typhoïde, contre le tétanos et contre la diphtérie ont été mis au point dans les années 1920 par Ramon en inactivant les toxines avec le formol. Oui, c'est ça, vous êtes très clair. Et quand même, je voudrais comprendre, c'est le même principe soigner le tétanos que vacciner. C'est à peu près le même principe, sauf que... Non, c'est pas la même... Enfin, il s'agit dans tous les cas de pouvoir inactiver la toxine du tétanos, mais dans le premier cas, la sérothérapie, ce qu'on a fait pendant la Grande Guerre, on fait ça dans un cas où il y a de bonnes chances qu'on ait été infecté à cause des blessures, etc. Donc le bacille, il est déjà là. Donc il est déjà là, mais on l'empêche, dès qu'il fait de la toxine, on détruit la toxine grâce au sérum. Dans le cas de la vaccination, ça on peut le faire à tout le monde, indépendamment du fait qu'on est, enfin même quand on n'a pas de blessure, vous avez tous été vaccinés contre le tétanos, ce qui fait on fabrique nous-mêmes notre antipoison, et donc si on est infecté par le tétanos, eh bien on va se défendre tout de suite. Franchement très intéressant, merci à vous deux. Bonsoir. J'aurais voulu savoir pourquoi l'armée allemande n'a pas été aussi efficace en Orient que les Français. Ils ont pourtant de grands chercheurs dans ce domaine-là aussi. Bon, alors ils ont certainement été efficaces. Bon, il y a un cas où manifestement on était meilleur qu'eux, c'est celui dont a parlé Annick sur le traitement du paludisme, qui était un peu une question de discipline plutôt qu'une découverte scientifique. Dans les autres domaines, ils ont certainement dû faire à peu près la même chose, parce qu'il faut bien voir que dans le vaccin contre la typhoïde, il y a eu participation de chercheurs allemands, donc ils avaient le vaccin, ils ont dû s'organiser aussi pour le produire, etc. Pour la découverte de la sérothérapie antitétanique, c'était aussi fait aussi bien en Allemagne qu'en France, donc très probablement, ils ont fait la même chose. Seulement, on a très peu de données. Moi, j'ai essayé d'en obtenir. Je ne sais pas qui a fabriqué le vaccin, etc. Mais bon... C'est pour ça que la guerre a duré aussi longtemps, parce que si on avait été les seuls à savoir se défendre contre ces maladies, on aurait peut-être plus facilement pris l'avantage. Donc probablement, sauf dans le cas du paludisme, il devait être à peu près au même niveau que nous. Quelqu'un là-bas. Merci. Je voulais savoir à quelle période on passe de la sérothérapie ou la vaccination thérapeutique à la vaccination préventive. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que jusque dans les années 1920, on a fait la sérothérapie chez les gens qui risquaient d'avoir été infectés par la bactérie tétanos. Et c'est dans les années 1920 que Ramon a mis au point le vaccin antitétanique. Donc on vous injecte à vous directement une toxine complètement inactivée, et comme ça vous êtes immunisé. Et c'est depuis ce temps-là, donc la fin des années 1920, que, en principe, dans nos pays, tout le monde est vacciné contre le tétanos et contre la diphtérie. Et puis j'avais une deuxième question concernant la lutte bactériologique contre les animaux qualifiés de nuisibles à l'époque. Pourquoi on n'a pas privilégié la lutte chimique ou l'introduction des prédateurs? Il me semble que c'est ce qu'a
a fini par faire l'Australie Ben, contre les lapins. l'idée, c'était celle que Pasteur avait donnée à propos du phylloxéra. C'est-à-dire que la lutte chimique, ben, vous mettez votre produit chimique à certains endroits, mais vous ne le mettez pas partout. Donc les animaux qui ne vont pas manger ce produit chimique, eh ben, ils vont survivre. Tandis que l'intérêt de la lutte bactériologique, c'est que ça se transmet, comme vous avez vu, d'un animal à l'autre, et donc ça se répand. Mais de fait, aujourd'hui, on n'utilise plus guère de lutte bactériologique contre les animaux parce que bon, c'est un peu le principe de précaution. On a toujours peur que ça puisse passer à l'homme, etc. Donc on utilise plutôt du chimique. J'avais une dernière remarque, si je peux me permettre. Je ne comprends pas pourquoi M. Derer est toujours qualifié d'afibrillateur avec le recul, quand on voit l'importance de sa découverte. Ah oui, mais bon, il a fait une découverte très importante, ça c'est indéniable, mais il raconte beaucoup de carabistouilles, comme on dit. On sait qu'il a prétendu qu'il était canadien, c'est pas vrai, on a trouvé son acte de naissance en France. Et il prétend qu'il a été médecin, il n'y a aucune trace qu'il ait fait jamais une étude des études de médecine. Et il a écrit une autobiographie, et qui vient de paraître un peu un extrait de cette autobiographie de Derel, qui est très intéressante. Mais c'est clair que ça ne peut pas être vrai tout ce qu'il raconte. D'ailleurs, j'ai écrit la préface de ce livre qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être vraies et qui racontent un peu ce qui se passait à l'époque. Mais c'est vrai qu'il racontait des bobards. Mais dans le cas du bactériophage, il ne l'a pas inventé. C'est vrai, il a découvert le bactériophage. Alors s'il s'est fait chasser de Pasteur, c'est parce qu'il s'est mis mal avec tout le monde. Dans son autobiographie, il dit ce qu'il pense des différents pasteuriens, c'est invraisemblable. Et le problème principal qu'il y a eu, c'est que c'est un moment où Albert Calmette était le sous-directeur de l'Institut Pasteur, et c'est Calmette qui a mis au point avec Guérin le BCG, et Derel a émis des graves critiques contre le BCG en disant que le BCG, c'est une bactérie de la tuberculose qui a été atténuée. Donc c'est avec ça que c'est ça le BCG. Et puis Derel a dit oui, mais cette bactérie, elle va peut-être redevenir méchante et vous donner la tuberculose au lieu de vous protéger. Donc à un moment où l'Institut Pasteur et Calmette essayaient de promouvoir le BCG, vous aviez Derel qui venait de dire ah, mais le BCG c'est dangereux. Alors ça n'a pas été très bien vu. Et il a dit du mal de tout le monde, il a dit du mal de Roux. En prétendant que c'était un faible. En fait, Roux, il a tenu l'Institut Pasteur d'une main de maître pendant 30 ans. Ça ne tient pas debout, quoi. Donc, il a raconté beaucoup de bobards, mais il a quand même fait une grande découverte. Attendez, s'il y a un micro, c'est que ça sert à quelque chose. Je vais vous le donner. La dame me demande si oui. Derel était critiqué par d'autres. Derel a été effectivement critiqué par beaucoup de gens. Et quand on dit du mal de tout le monde, les gens ils ont tendance à dire du mal de vous. Donc il a été critiqué. Surtout, il a été énormément critiqué quand il a prétendu qu'on pouvait utiliser le bactériophage comme moyen de guérison. Mais dans son autobiographie, il prétend qu'il est arrivé à guérir des épidémies de peste, de toute une série de maladies un peu partout dans le monde. Ce n'est pas très vraisemblable, quoi. Cela dit, le bactériophage peut être utile dans des cas très précis. Par exemple, si vous avez une blessure, une brûlure importante ou quelque chose comme ça qui est infecté par un microbe qui se trouve être résistant aux antibiotiques, eh bien, on peut, dans certains cas, utiliser un bactériophage pour tuer ces bactéries-là. Mais pour des infections systémiques, ce n'est pas très vraisemblable que le bactériophage puisse marcher, d'autant plus que si on injecte du bactériophage, on va faire une réaction immunitaire, on va faire des anticorps contre ce bactériophage, et donc on pourra peut-être les utiliser une fois, mais si on veut les utiliser une deuxième fois, eh bien notre système immunitaire va les faire détruire, quoi. Donc, mais c'est un sujet qui fait l'objet de nouveaux travaux actuellement. Oui. Bonsoir. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. La typhoïde, on avait bien la solution en 1914, enfin pendant la guerre de 14. Or, ça a fait des ravages absolument colossaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier dans les camps de prisonniers et dans les camps d'internement, enfin dans les camps de concentration, etc. Et
d'où ça vient? Comment est-ce possible? Est-ce que les Allemands ne savaient pas produire les produits correspondants? Ou quelle est votre explication de... La vaccination contre la typhoïde, d'abord, elle n'est quand même pas d'une énorme efficacité. C'est pas du 100% comme la typhoïde ou comme la diphtérie ou le tétanos, par exemple. Et puis, il faut voir, dans les camps de réfugiés, etc., c'était peut-être des gens aussi qui n'étaient pas vaccinés. Hein. Mais la vaccination contre la typhoïde, oui, on a continué, oui, puisque quand moi j'ai fait mon service militaire, on faisait encore le TABDT, donc on vaccinait encore les recrues contre la typhoïde. Mais je pense que d'abord, il faut voir de quel pays ils venaient. Si ce n'étaient pas des Français, ils n'étaient pas forcément vaccinés. Et puis la vaccination n'est quand même pas totalement efficace, quoi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est principalement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944-1945, dans les camps de prisonniers, dans les camps de concentration, et puis dans tous les déplacés qui se sont retrouvés en Allemagne, repoussés par l'avancée du front russe, la typhoïde a fait des ravages absolument colossaux, avec des taux de mortalité de... Mais il faut aussi voir que l'état général compte beaucoup. Je veux dire, pour se défendre contre un microbe, déjà, si on est en bonne santé, on a déjà plus de chances de se défendre. Si en plus on a été vacciné, on a encore plus de chances. Si vous prenez des gens dans des camps de déportés ou des prisonniers en général, ils sont souvent dans des conditions, dans un état de santé qui est déjà affaibli. Donc, même s'ils ont été vaccinés, peut-être qu'ils ne vont pas résister. Et dans le cas de la typhoïde, si on n'est pas vacciné, on n'a pas de traitement pour... Maintenant, si. Mais d'ailleurs, on ne vaccine... À l'époque. Aujourd'hui, avant les antibiotiques, non. On a fait la sérothérapie antityphoïde, ça a été utilisé, mais ce n'est pas génial, ça ne marche pas très bien. Maintenant, on ne vaccine plus contre la typhoïde, parce qu'en fait, la typhoïde, elle est essentiellement transmise quand il n'y a pas une hygiène de l'eau suffisante, donc quand vous avez les contaminations des bactéries venant des excréments de personnes malades qui peuvent se retrouver dans l'eau de boisson. Et alors, ce genre de choses arrive encore dans les pays en voie de développement, mais chez nous, ça n'existe plus. Donc, il n'y a plus de bactéries à typhoïde qui se trimballent dans l'eau de boisson en France, qui est en plus traitée par l'eau de Javel, etc. Et en plus, si on attrape la typhoïde, on peut traiter par des antibiotiques. Mais dans des pays en voie de développement, il y a toujours la typhoïde, il y a un vaccin qu'on conseille dans ces cas-là, qui n'est plus le vaccin du début, qui était des bactéries tuées et qui provoquaient des effets secondaires désagréables. On a maintenant des vaccins purifiés qui n'ont plus ces effets secondaires. Donc on peut se faire vacciner contre la typhoïde sans grand problème si on va dans des pays où il y a de la typhoïde, où l'hygiène de l'eau n'est pas suffisante. Oui, attendez, je vous donne le micro. Oui, vous parlez du tétanos, de la typhoïde et de la diphtérie, mais vous ne parlez pas, de la tuberculose. Qu'est-ce qu'il en était? Est-ce que ça a dû faire des ravages, je suppose, sur le front? Je ne sais pas, mais c'est quand même très contagieux. Et donc, la tuberculose faisait énormément de ravages partout. Au début, donc à l'époque de la guerre de 14, mais pas pendant la guerre spécialement, on comptait de l'ordre de 150 000 morts de tuberculose en France chaque année. Donc c'était effectivement une maladie terrible. Alors on savait depuis les travaux de Robert Koch en Allemagne, qui était de 1882, lui a déjà isolé la bactérie responsable de la tuberculose. Il a prétendu en 1890 qu'il avait trouvé un moyen de soigner la tuberculose avec un produit qu'il a appelé la tuberculine, et ça a été un fiasco total qui lui a causé beaucoup de tort. Donc ça ne marchait pas. On a commencé à pouvoir lutter contre la tuberculose quand il y a eu le BCG, qui lui aussi est arrivé après la guerre de 14 aussi, pendant les années, c'est 1921, la première utilisation du BCG, donc qui est de la bactérie atténuée qui protège, mais surtout les nourrissons de la tuberculose. Bon. Donc la tuberculose était répandue, mais elle n'était pas, à ma connaissance, beaucoup plus répandue, si vous voulez, dans les troupes qu'ailleurs. Ça n'était pas... la typhoïde, le typhus, il se trouve qu'on n'en a pas eu trop sur le front en France, mais il y a des maladies qui accompagnent toujours les troupes en guerre. La tuberculose, il y en a certainement eu dans les tranchées, mais comme partout, quoi. Et de toute façon, on ne pouvait rien faire.
Je dis ça parce qu'elle est très contagieuse que la tuberculose. Oui. C'est ça, quoi. Enfin, a priori, quoi. C'est sûr qu'elle est contagieuse. Donc oui, avec mystère regroupé. oui. Non, mais certainement qu'il y a eu beaucoup de victimes de la tuberculose sur le front, mais on ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas le vaccin encore, et après, ça a été les antibiotiques qui ont été une étape considérable pour lutter contre la tuberculose, mais ça a été au moment de la Seconde Guerre mondiale que les antibiotiques sont arrivés. Le traitement de la tuberculose, c'est après la Seconde Guerre mondiale avec la streptomycine et puis d'autres antibiotiques. Alors, d'autres questions? Bon, bah, écoutez, je crois qu'on va donc clore la séance. Je vous remercie à tous, à toutes d'être venus ce soir. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et nous recevrons M. Patrick Berche pour parler de Pasteur enfin, le titre, c'est Pasteur, fondateur de la microbiologie. Donc ça, ce sera le 28 mars, mercredi à 19h. Voilà, merci.